On va parler de l'abbé Pierre qui dénonce un rapport sexuel. On va le mettre, ça dure 11 minutes. Hop. L'abbé Pierre, accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Les faits se seraient déroulés entre 1970 et quasiment 2 ans avant sa mort. C'est un rapport publié par Emmaüs qui révèle les zones d'ombre passées sous silence du prêtre qui était le plus célèbre de France et qui nous a quittés en 2007. Alexandra Gonzalez, bonsoir. Bonsoir. C'est en fait, tout est parti du témoignage d'une femme qui raconte des faits. Elle était mineure à l'époque. Et à partir de ce témoignage, Emmaüs a demandé à un cabinet indépendant de mener une enquête. Oui, en fait, en juin dernier, juin 2023, il y a donc 1 an, elle se rapproche de responsables d'Emmaüs et elle raconte qu'à partir de 1977, elle avait à ce moment-là entre 16 et 17 ans, elle a, dit-elle, été agressée sexuellement par l'abbé Pierre. L'abbé Pierre qui était à ce moment-là un ami de ses parents qui venait dans la maison familiale. Elle raconte qu'entre l'âge de 16 et 17 ans, à plusieurs reprises, à l'abri des regards, il lui a touché les seins. Et qu'ensuite, 2 ans plus tard, de mémoire, alors qu'elle est majeure à ce moment-là, il lui impose un baiser non consenti et brutal, dit-elle. Elle va témoigner de faits répétés ensuite. Et ce signalement va être pris très au sérieux par les responsables qui vont, dans la foulée, dans les mois qui suivent, mandater un cabinet indépendant qui, dans le secret, dans l'ombre, me dit-on, a commencé à tirer le fil à partir de cette personne-là et a essayé de trouver potentiellement d'autres personnes qui racontaient des faits. Mais tout ça s'est fait en coulisses. Dans l'entourage de l'abbé Pierre. Dans l'entourage de l'abbé Pierre, jusqu'à la publication aujourd'hui de ce rapport révélé par nos confrères de la Croix et de la Vie notamment. Et, 7 victimes. Et alors rappelons quand même que ce rapport est mené par un cabinet indépendant mais qui n'est pas une autorité judiciaire. Que du fait de la mort de l'abbé Pierre en 2007, il n'y a pas eu de contradictoire à ce stade possible. Est-ce qu'une enquête peut être ouverte? Alors, sur le principe, une enquête peut être ouverte. Il n'est pas mentionné dans le rapport d'un éventuel dépôt de plainte. Mais il est possible que une enquête soit ouverte malgré le fait que l'abbé Pierre soit mort. Pourquoi? Parce que cette enquête judiciaire pourrait éventuellement servir à mettre au jour d'éventuelles complicités, des personnes qui auraient su mais qui n'auraient rien dit, des personnes qui n'auraient pas porté assistance à d'autres personnes mises en danger, et puis éventuellement aussi d'autres potentielles victimes. Alors tout cela pour l'instant est au conditionnel. On parle de victimes présumées, enfin en tout cas des femmes qui racontent avoir vécu ça. Pour autant, leur parole est prise très au sérieux, notamment par la fondation de l'abbé Pierre, par Emmaüs et même par l'Église, qui a réagi dès aujourd'hui. On imagine qu'ils avaient peut-être été mis au courant il y a quelques jours ou il y a quelques temps, mais en tout cas, ils ont réagi. Alors justement, on va écouter les réactions, et notamment du président d'Emmaüs. Emmaüs a décidé de rendre public des faits qui peuvent s'apparenter à des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel commis entre la fin des années 70 et 2005 par l'abbé Pierre, cofondateur du mouvement. Ces faits, que nous condamnons avec la plus grande fermeté, ont concerné des femmes salariées, des volontaires et bénévoles de certaines de nos organisations membres ou de l'entourage personnel de l'abbé Pierre. Si nous avons choisi de les rendre publics, c'est pour 2 raisons. D'abord, par respect pour les victimes qui ont eu le courage de témoigner. Il était primordial pour nous de les écouter, de leur dire que nous les croyons et que nous sommes à leur côté. Ensuite, par souci de transparence auprès du grand public, étant donné l'attachement encore fort à la figure de l'abbé Pierre. Raphaël Rémy Leleu, bonsoir. Bonsoir. Vous saluez quand même le souci de transparence d'Emmaüs. On imagine que ce n'est pas évident pour Emmaüs, c'est donc ce qu'a créé l'abbé Pierre, et c'est eux qui ont décidé d'en savoir plus à partir d'un témoignage. Alors, d'abord, mon premier mot, comme toujours, vous commencez à me connaître, sera pour les victimes et les femmes qui ont témoigné. Il faut un courage inouï pour témoigner de ce genre de choses. Et surtout, face à la figure de l'abbé Pierre, qui est une véritable figure tutélaire, personnalité préférée des Français. Enfin, voilà, il a fallu beaucoup de courage et je tiens à les saluer.
Et les deuxièmes personnes à qui je pense fort ce soir sont toutes les personnes qui sont investies dans la Fondation Abbé Pierre, dans Emmaüs France ou Emmaüs International, qui sont les 3 organisations qui rendent ces faits et ce dispositif d'écoute publique, parce que c'est un dispositif d'écoute et non pas d'enquête, parce qu'il faut également beaucoup de courage et beaucoup de rigueur pour faire ça ainsi. Et je les en remercie parce que je perçois à quel point ça doit être dur pour toutes ces personnes engagées dans ces 3 organisations. Et depuis que l'affaire a éclaté il y a quelques heures, on voit comment un travail aussi exemplaire que celui qui a été mené a des impacts très concrets dans le traitement médiatique, dans la réception de la parole des victimes. Et vraiment, c'est exemplaire ce qui est en train d'être fait par ces 3 organismes. Et je les en remercie parce qu'on n'est pas en train d'écouter des théories du complot sur l'abbé Pierre, on n'est pas en train de remettre en cause systématiquement la parole des victimes. On s'interroge véritablement sur comment ça a pu avoir lieu pendant autant de temps. Justement, vous l'avez dit, ça a été une figure exemplaire du XXe siècle. Sa parole allait au-delà d'ailleurs du monde catholique, personnalité préférée des Français, et toute son action également pour les plus démunis. Est-ce que justement ce pouvoir qu'incarnait l'abbé Pierre, eh bien, c'est un pouvoir qu'il a pu utiliser justement pour, par cette emprise, abuser des femmes dans son entourage? Je pense que vous avez prononcé le mot-clé qui est le mot pouvoir, et c'est bien la situation de pouvoir qui bâtit l'impunité. Peut-être même d'idolâtrie. Peut-être même d'idolâtrie dans ce cas-là, mais vous savez, souvent on a ce préconçu selon lequel, quelque part, les agresseurs seraient des monstres, des inconnus dans des ruelles sombres et des gens parfaitement machiavéliques. Alors qu'en fait, non, ce sont le plus souvent des proches ou des personnes pour qui il y a déjà une certaine forme d'affection ou d'admiration. Et on voit bien quand un homme est dans une telle situation de pouvoir, à quel point il est simple d'exercer des contraintes, voire des violences, tout en étant impuni. Donc là, les témoignages qu'on a sont des témoignages de contraintes, de harcèlement et d'agression sexuelle, puisque je le rappelle, toucher la poitrine, toucher le sexe, toucher les fesses sont autant de caractérisations de l'agression sexuelle, qui est un délit punissable en France. Et d'ailleurs, pour les victimes, on voit souvent que la parole est plus difficile à libérer, à assumer quand on parle d'agresseurs qui sont proches, pour qui, comme vous le disiez, on peut avoir une certaine affection, pour qu'il y ait une image publique, comme vous dites, de figure tutélaire, plutôt que pour un inconnu dans la rue avec qui on n'a absolument aucun lien. Et puis souvent, il y a une minimisation qui, heureusement, évolue grâce à la médiatisation, grâce au travail des associations, grâce à toutes ces personnes qui entendent les victimes. Il y a une évolution aussi dans la perception qu'ont les victimes des actes qu'elles subissent. Avant, ça pouvait être complètement minimisé en se disant... Et pour autant, il y a quand même, je tiens à le dire, une des personnes qui a été entendue qui fait état de difficultés psychologiques à cause des faits qu'elle dénonce qui ont duré toute sa vie. Alors ça, c'est des récits qui sont collectés et qui datent d'une période où l'abbé Pierre avait déjà 65 ans. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que des faits encore plus anciens peuvent remonter à la surface? Avec la difficulté, c'est de trouver encore des témoins, puisque là, on parle de périodes quand même reculées. Oui, alors ça peut exister. La difficulté étant, est-ce que ces personnes, si elles existent, sont-elles encore vivantes? Parce que, comme vous le dites, on parle de faits extrêmement anciens. La première personne grâce à qui ce travail d'écoute, vous avez raison, plutôt que de parler d'enquête, ce travail d'écoute a pu exister, cette première personne dénonce des faits en 1977. Donc on remonte très loin dans le passé, dans les souvenirs. On sait combien la mémoire traumatique des victimes peut parfois, avec les années, être impactée, minimisée, comme je disais tout à l'heure, oubliée. Alors ça, Raphaël pourra mieux encore le décrire que moi, mais plus les années passent, plus il peut être compliqué de se souvenir avec précision de ce qu'on a vécu en tant que victime. Il faut quand même aussi noter que l'Église a évolué. Elle a tout de suite réagi. Là. Dans un communiqué, elle exprime sa douleur et sa honte. C'est pas la première fois qu'un prêtre est mis en cause pour des histoires d'agression sexuelle. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'omerta. C'est-à-dire que l'Église, tout de suite, se met quand même du côté, là, en tout cas dans ce cas précis, alors qu'on touche quand même au prêtre le plus connu de France, et se met du côté des victimes et exprime sa honte. Alors sur le fait qu'il n'y ait plus d'omerta, je crains qu'on n'en soit pas tout à fait à ça. Sur cette affaire, en tout cas. Bien entendu, il y a un progrès qui est immense, et j'ai salué les organisations qui ont eu le courage de rendre ça public aujourd'hui, et qui ont eu aussi le bon sens de faire appel à de l'expertise féministe.
parce qu'on est dans cette situation aujourd'hui, aussi parce que les organisations, à force depuis MeToo, ont entendu, ont compris ces mécanismes d'emprise, de stratégie de l'agresseur. Ce fait très simple que ça peut arriver dans n'importe quelle organisation et qu'il faut regarder les choses en face et faire preuve à la fois d'intelligence et de courage dans ces situations-là. Donc un grand bravo aussi aux féministes qui nous ont permis de progresser et j'espère que dans un futur très proche, on n'en sera pas seulement à découvrir des affaires et à respecter la parole des victimes qui parlent, mais bien à prévenir ce genre de situation et à faire en sorte de diminuer véritablement les taux de violences sexistes et sexuelles commises chaque année dans notre pays. L'abbé Pierre avait confié à la fin de sa vie avoir fait des entorses à son vœu de chasteté. Il avait dit « J'ai connu l'expérience du désir sexuel, de sa très rare satisfaction ». Il le disait notamment dans cette interview avec Marc-Olivier Fogiel. On est en 2005, c'est 2 ans avant sa mort. Quand vous avez connu ces relations de plaisir, ces relations amoureuses, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez déjà engagé par ailleurs avec l'Église. Est-ce que ça vous a posé un cas de conscience et ça a été compliqué de renoncer? Non, pas compliqué. À partir du moment où le choix était fait, il y avait la perception de c'était triché et ça ne pouvait pas être satisfaisant de céder à un appel de la chair. De la chair, ça ne pouvait pas être satisfaisant. Aujourd'hui, il vous arrive, après on va parler d'autre chose, mais d'y penser à cette période où vous avez connu l'amour physique, il vous arrive d'y penser ou c'est quelque chose qui est très loin derrière vous? Ça n'a jamais été des périodes, ça a été une faiblesse, un incident passager. Il n'y a jamais eu une période où je me suis trouvé dans cette situation. Voilà l'abbé Pierre qui parlait de ses désirs sexuels. Il disait, mais après ces écarts dans son vœu de chasteté, il ne s'était plus rien passé forcément. Ça prend un écho particulier au regard des révélations. Merci à vous deux. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et je vous dis à plus tard. Et mettez-moi la cloche pour ne rien rater.